On a l'appli qu'il vous faut pour les JO. Toutes les nouvelles sur les athlètes, toutes les médailles remportées et l'horaire complet de toutes les épreuves. Pour tout savoir sur les Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina, téléchargez l'appli Info de Radio-Canada. Nous sommes le lundi 9 février. Voici à la une. Bon lundi, bon début de journée. J'espère que la fin de semaine a été agréable. Marie-Michel Borduas avec vous ce matin. Que d'émotions peut-être vous avez suivi cette première fin de semaine de compétition olympique. Déjà beaucoup d'émotions en quelques jours. Que d'émotions également parce que toute une onde de choc dans le milieu culturel, milieu médiatique aussi avec ce décès soudain de l'animateur et chroniqueur Franco Nuovo décédé hier à la suite d'une crise cardiaque à l'âge de 72 ans. On va y revenir, bien sûr, au cours de cette émission. On va également se parler de l'affaire Epstein qui continue de créer des remous aux États-Unis, à travers le monde aussi. L'ancienne compagne et complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, qui doit témoigner aujourd'hui à huis clos devant la Chambre des représentants aux États-Unis. Elle purge une peine de 20 ans de prison, Ghislaine Maxwell, après avoir été trouvée coupable en 2021 de trafic sexuel de mineurs, notamment. On ne s'attend pas aujourd'hui à ce qu'elle fasse de grandes révélations devant la Chambre des représentants. On y reviendra un petit peu plus tard avec Jean-Philippe Robillard. Mais tout d'abord, les acolytes du matin sont bien en selle autour de la table. Élise Jeté, Jean-François Paradis, Véronique Méran. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Élise, je le disais d'emblée, c'est une grande perte Franco Nuovo qu'on apprend. Oui, décédé subitement hier à l'âge de 72 ans d'une crise cardiaque. La tristesse est immense au sein de nos équipes, au sein de la communauté culturelle, mais je lisais aussi beaucoup de messages d'auditeurs, auditrices qui étaient fidèles au poste depuis plusieurs années, qui écoutaient religieusement Franco Nuovo et qui étaient vraiment en état de choc hier soir, là, durant la soirée, lorsqu'on a appris son décès. On y reviendra. Sinon, autre nouvelle qui a retenu l'attention, évidemment, ce Super Bowl hier soir, Jean-François. Bien, effectivement, oui, le Super Bowl. Donc, on passe au sport maintenant, oui? Ben, allons-y. Allons-y, oui, bien évidemment. Oui, en fait, je peux toujours parler du Super Bowl. Victoire des Seahawks de Seattle 29-13 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ils ont donc remporté ce 60e Super Bowl. Le batteur Jason Myers a établi une nouvelle marque avec 5 placements. La défensive des Seahawks n'a laissé aucun répit à ses adversaires. Elle a réussi 6 sacs du corps contre Drake May. Ça, c'est quand le quart arrière est renversé avant même d'avoir lancé le ballon. Et donc, les Seahawks ont vaincu les Patriots 29-13 pour la victoire. C'était une deuxième conquête du Super Bowl pour Seattle et leur première depuis la saison 2013. Et même si la troupe de Seattle a attendu jusqu'au 4e quart pour inscrire ses 2 touchés, le porteur de ballon Kenneth Walker III, qui a été très efficace, s'est distingué avec 135 verges au sol en 27 courses. Il a été nommé joueur par excellence de l'affrontement. L'animatrice est un peu mélangée ce matin, mais on va continuer en sport pour ne pas mélanger les auditeurs. Eux, ils vont continuer à suivre Jean-François. Oui, c'est ça, allons-y. Les Jeux olympiques qui vont se poursuivre aujourd'hui. Ben oui, tout à fait, ça se poursuit. On a vu, il y a eu beaucoup d'actions en fin de semaine, bien entendu. Et Sidney Crosby a été nommé capitaine de l'équipe canadienne de hockey masculin. Les joueurs sont tous arrivés à Milan en fin de semaine. L'équipe a tenu son premier entraînement hier soir, hier en fin de journée. L'entraîneur John Cooper a donné un premier aperçu de ses trios d'attaquants et de ses duos de défenseurs. Les amateurs de hockey aiment bien décortiquer tout ça. Sidney Crosby patinait en compagnie de Mark Stone et Mitch Marner, ce qui fait rêver les habitués. L'équipe féminine de hockey qui a remporté son premier match 4-0 contre la Suisse samedi affronte la République tchèque aujourd'hui en fin de journée à Milan. Les Canadiennes joueront mardi contre les Américaines. Évidemment, c'est un affrontement qui est attendu. Et on a pu voir hier la finale de l'épreuve par équipe en patinage artistique qui a couronné les États-Unis, menée par leur patineur étoile Ilya Malinin, qu'on reverra en solo chez les hommes. La sélection canadienne a terminé la compétition au 5e rang et en danse sur glace, aujourd'hui, ce sera la présentation rythmique avec 3 paires canadiennes, entre autres Piper Gillies et Paul Poirier, qui sont parmi les favoris. Et le Canada vient au 13e rang du classement des médailles avec une seule médaille, le bronze de Valérie Maltais au patinage de vitesse aux 3000 mètres. On va aller chercher d'autres médailles cette semaine sans aucun problème. Et le 1000 mètres féminin en patinage de vitesse longue piste sera disputé aujourd'hui avec Béatrice Lamarche, Rose Laliberté-Roy et Caroline Hiller-Donnelly.
À surveiller, il y a eu aussi autre sport que les Jeux olympiques, entre autres Félix Auger-Aliassime, Oui. qui a bien fait. Bien, tout à fait. C'est qu'il a, il a défendu son titre avec succès à l'Open Sud de France de Montpellier. Il a défait le Français Adrian Manarino 6-3 et 7-6. Le vétéran Manarino, qui est un joueur très, très difficile à affronter avec son jeu, avec beaucoup d'effets dans ses coups. Mais Félix Auger-Aliassime a su tenir le coup. Il a donc remporté avec brio cet Open Sud de France qui est passé un peu inaperçu là, avec tout ce qui s'est passé en fin de semaine avec le Super Bowl et les Jeux olympiques. Mais c'est une belle réussite pour Félix Auger-Aliassime. Merci, Jean-François. Merci. Véronique, vous avez vu, mon cerveau a peut-être fait ce que les auditeurs aussi font. Non, c'est assez, on veut plus parler de froid. Ça se peut. Ça sera encore froid aujourd'hui. Ça se peut, je vous l'accorde, ça se peut très bien parce que les températures avoisinent encore la barre des -20 ce matin, mais on a une bonne nouvelle. Lentement, mais sûrement, on va gagner des degrés un petit peu à chaque jour cette semaine. Bon. On va finir par rejoindre des valeurs de saison vers le milieu de la semaine. Donc, c'est surtout là, la deuxième portion de la semaine qui va vous sembler un petit peu moins féroce. On gagnera des degrés et par la suite, c'est une tendance qui semble vouloir s'installer. Alors, ça veut dire que les grands froids seraient probablement derrière nous. Mais d'ici là, ce matin, oui, ça peut surprendre. Habillez-vous encore très chaudement. Ce qu'il y a de bien quand même, c'est que le soleil sera encore présent avec ce froid. Une belle journée dans l'ensemble, une tendance à l'ennuagement sur les régions les plus au sud en après-midi. Température de jour, -8 à -11 degrés. C'est ce qu'on aura pour le Grand Montréal, les Laurentides, la Naudière, secteur de l'Outaouais, Québec, l'Estrie. La nuit prochaine, le mercure descendra entre -13 et -17. C'est pas impossible qu'il y ait quelques petits flocons au cours de la nuit, mais de façon générale, le système qui s'en vient arrivera demain en après-midi. Un autre système qui arrive de l'ouest qui passe assez rapidement et qui laissera dans son sillage 5 à 10 cm encore. Donc, à partir de mardi après-midi pour les régions plus au sud, dans la nuit de mardi à mercredi et mercredi matin, ça va s'estomper. 5 à 10 cm de nouvelle neige à venir et on ouvrira la porte à des températures plus douces là, une fois que cette neige sera terminée. Pour ce qui est des régions plus au nord et à l'ouest, l'Abitibi sous la barre du -20 ce matin, il fera -10 aujourd'hui. Là aussi, il y a un petit peu de neige à venir cet après-midi, mais pas grand-chose. 5 à 10 cm pour la journée de demain. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord. Bon, vers le Saguenay, pas mal de soleil aujourd'hui, plus variable vers le Bas-Saint-Laurent. On parle de -10, -13 degrés comme maximum, encore un peu venteux. Là aussi, il y aura ennuagement au cours de la journée de demain et un peu de neige à partir de demain soir. Il n'y aura pas grand-chose quand même pour l'est du Québec, tout au plus 5 à 7 cm par endroit avec le passage de ce système. La Gaspésie, la Côte-Nord, c'est un petit peu plus nuageux aujourd'hui. On a quand même des éclaircies là-dedans. Les températures autour de -4 à -5, c'est ce qu'on maintiendra en place comme maximum. Encore de la froidure sur le centre de l'Ontario parce que sur les régions les plus au nord, on passe au-dessus du point de congélation aujourd'hui. Entre autres, dans le secteur de Thunder Bay, il fera 1 degré. Toujours -11 vers Sudbury, près de -7 Toronto, Windsor, sous un ciel variable, pas plus que -10, -12 à Ottawa. Là aussi, le ciel sera assez variable et on gagnera également des degrés en territoire ontarien au cours des prochains jours. La grande douceur se poursuit dans l'ouest. Ça, ce n'est pas terminé. Ce sera encore une semaine à saveur de printemps. Les températures se maintiennent au-dessus du point de congélation, 4 à 6 degrés pour Edmonton, Calgary. La douceur sera présente toute la semaine sur le sud de la Saskatchewan également. Le ciel est un petit peu plus nuageux de ce côté. C'est pas impossible qu'il y ait des flocons cet après-midi. Près de 0 aujourd'hui, davantage de soleil pour les prochains jours. Le sud du Manitoba, les températures se maintiennent entre -2 et -4 degrés comme maximum. Nuages, éclaircies, davantage de soleil et du temps doux pour les prochains jours. Vancouver, ça se passera sous la pluie. À compter de cet après-midi, les averses reviennent. 20-30 mm supplémentaires jusqu'à demain. On atteindra un petit 8 degrés comme maximum. Merci, Véronique. Bonne journée! On va maintenant s'attarder aux unes des différents quotidiens ce matin, voir ce qui retiendra l'attention. Notamment, on ramène ce spectre des élections fédérales anticipées. Pourquoi? C'est le Globe and Mail qui nous en parle ce matin et qui nous dit que le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a discuté avec Mark Carney de cette possibilité, a suggéré de lancer des élections fédérales anticipées. Ça s'est fait lors de discussions informelles sur, en fait, l'importance d'un mandat majoritaire en période d'instabilité
stabilité économique. C'est la vision de Doug Ford. Ce sont des sources là, qui ont confirmé ces discussions au Globe and Mail et les libéraux qui sont actuellement, il faut dire, à 2 sièges de la majorité. Ces commentaires de Doug Ford, par contre, oui, ils ont été dits, mais ne devraient pas, selon les sources, là, être considérés comme une approbation des libéraux fédéraux. Le bureau de Mark Carney a réitéré de son côté hier qu'il n'y aura pas d'élection anticipée, a réitéré les propos que Mark Carney s'était déjà prononcé sur la question. Le bureau de Doug Ford, quant à lui, n'a pas voulu commenter ces discussions. Le Globe and Mail écrit que les rencontres ont eu lieu à plusieurs reprises, au téléphone, en privé, que ces discussions-là, ça montre l'étroite relation entre les deux hommes. La presse, ce matin, nous parle de Poste Canada pour nous indiquer là, que la société d'État emploie des chauffeurs au rabais. Ce sont, vous savez, ces conducteurs de camions lourds qui travaillent à moindre coût, sans formation adéquate et qui ne possèdent pas de camions. Ils sont embauchés comme travailleurs autonomes par des entreprises. Donc, le quotidien qui a confirmé que la société d'État a eu recours à au moins 4 entreprises de camionnage connues pour embaucher des chauffeurs plutôt mal formés, oui. Et 2 de ces 4 entreprises-là, d'ailleurs, ont été impliquées dans de graves accidents de la route. Depuis 2015, ce serait une vingtaine d'entreprises qui auraient ainsi livré du courrier intercité. Poste Canada affirme ne pas avoir de lien avec de modèles de chauffeurs au rabais. La société d'État refuse, par contre, de se présenter devant le comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes. Vous retrouverez ça à la une de la presse ce matin. C'est un texte de Mylène Crête. Sur notre site radio-canada.ca, Ottawa souhaite donner un électrochoc avec sa nouvelle stratégie industrielle de la défense. Elle sera d'ailleurs dévoilée mercredi à Halifax, mais on a déjà là, un aperçu, un avant-goût. Selon nos informations, Ottawa va prioriser une dizaine de secteurs stratégiques, dont les drones, l'aéronautique, les munitions, les blindés, l'intelligence artificielle aussi. Et en entrevue à Radio-Canada, le ministre de la Défense, David McGuinty, a confirmé que l'objectif de tout ça, c'est de produire le plus possible ici au Canada, de donner un élan au secteur de la défense, un élan qui n'a jamais été vu au pays. Le ministre espère que la création de cet écosystème milliardo-industriel, ce sera vraiment un électrochoc qui va créer des dizaines de milliers d'emplois, qui va générer aussi des milliards de dollars en retombées économiques. De son côté, l'opposition conservatrice, elle s'impatiente un petit peu et elle estime que le gouvernement là, a beaucoup parlé de ses intentions en matière de défense, mais que pour le moment, en réalité, il ne se passe rien. Donc, nouvelle stratégie qui doit être dévoilée mercredi. Un texte à lire déjà en ligne de notre collègue Christian Noël. Sur Le Devoir ce matin, le journal s'intéresse à la crise du logement mêlée à la crise de l'itinérance également. Le Devoir nous rapporte que des intervenants d'organismes qui luttent contre l'itinérance tentent depuis une semaine un nouveau projet pilote. En fait, il y a des intervenants postés directement au tribunal administratif du logement situé à Montréal. Et l'objectif de ça, c'est de repérer les locataires à risque d'expulsion pour pouvoir donc agir avec ces locataires avant qu'ils ne se retrouvent à la rue. Le Devoir s'est entretenu, entre autres, avec la mission Old Brewery. Les intervenants donc, qui repèrent ces locataires qui ont été convoqués pour non-paiement de loyer, qui regardent avec eux d'abord s'ils veulent de l'aide et qu'est-ce qui peut être offert également comme soutien. C'est un texte de Florence Morin-Martel à lire dans Le Devoir ce matin. Je vous le disais un petit peu plus tôt, l'affaire Epstein continue de créer des remous aux États-Unis, ailleurs dans le monde également. Et donc, l'ancienne compagne et complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, qui purge une peine de 20 ans de prison, devrait témoigner aujourd'hui devant une commission de la Chambre des représentants. Jean-Philippe Robillard est avec nous pour en parler. Jean-Philippe, ce serait étonnant là, que la femme de 64 ans y aille avec de nouvelles révélations. Oui, parce qu'elle a déjà prévenu qu'elle allait invoquer son droit de garder le silence.
Alors, parce qu'elle veut l'immunité du Congrès en échange de son témoignage qu'elle n'a pas reçu, ce qu'elle n'a pas eu, Marie-Michel, jusqu'à présent. Alors, donc, ses avocats ont averti qu'elle allait invoquer son droit à ne pas s'auto-incriminer, qui est garanti par le 5e amendement de la Constitution américaine. Alors, il faudra voir ce que ça va donner, ce témoignage aujourd'hui, s'il y a témoignage. Mais pour les avocats de Ghislaine Maxwell, sans immunité pour leur cliente, c'est du véritable théâtre politique, c'est du gaspillage d'argent des contribuables que va faire la commission, parce que selon eux, la commission ne va pas obtenir de témoignages comme elle le souhaite, elle n'aura pas non plus de réponse ni de nouveaux faits. C'est un témoignage qui devrait se dérouler à huis clos en visioconférence de sa prison au Texas où Ghislaine Maxwell purge donc sa sentence qui est de 20 ans de prison. Là. Alors, s'il a bel et bien lieu, ce témoignage surviendrait dans un contexte où les dossiers liés à cette affaire continuent de créer des remous. Oui, parce que récemment, on le sait, il y a 1 ou 2 semaines, il y a plus de 3 millions de pages de documents qui ont été publiés dans cette affaire, des documents qui embarrassent de nombreuses personnalités, vous l'avez dit, aux États-Unis, mais également à travers le monde, dont le président américain Donald Trump. Il y a d'ailleurs un de ses anciens avocats personnels de Donald Trump qui est allé rencontrer cet été, c'était à la fin juillet, Mme Maxwell à sa prison. Et ça, bien sûr, c'est une démarche qui est inhabituelle. Et Jean-Philippe, les dossiers Epstein ont entraîné également là, une autre démission. Oui, quand on dit que ça a des impacts, oui, aux États-Unis, mais également un peu partout dans le monde. Oui, la démission du chef de cabinet du premier ministre britannique, Morgan McSweeney, qui avait recommandé la nomination de Peter Mandelson, comme ambassadeur à Washington il y a 1 an, malgré ses liens connus avec Jeffrey Epstein. L'ampleur de leur relation a été révélée dans les dossiers Epstein qui viennent tout juste d'être publiés à la fin janvier. Peter Mandelson aurait notamment transmis au pédocriminel Epstein des informations susceptibles d'influencer les marchés alors qu'il était ministre. Et c'est une affaire également qui plonge le gouvernement travailliste dans une crise majeure. Ça continuera assurément de faire réagir. Merci, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Une triste nouvelle pour bon nombre de nos auditeurs. Élise, on en parlait un petit peu plus tôt, le chroniqueur culturel et animateur Franco Nuovo qui est décédé subitement hier à l'âge de 72 ans. Oui, une crise cardiaque qui l'a emporté. Il comptait plus de 50 ans de carrière dans les médias québécois, donc bien connu. Le choc est immense, surtout que jusqu'à la semaine dernière, il animait toujours l'émission Dessine-moi un dimanche sur nos ondes, sur Ici Première. Il y revenait sur les grands sujets culturels et sociaux qui avaient marqué l'actualité. Hier matin, c'est l'animatrice Catherine Perrin qui l'a remplacé à l'antenne et qui annonçait que Franco Nuovo serait de retour la semaine prochaine. Elle était évidemment sous le choc hier après avoir appris qu'il ne reviendrait pas. Elle n'avait que de bons mots pour son collègue. Ça a toujours été un plaisir de partager ça avec lui. Cet amour de la culture, ces conversations animées, des fois contradictoires sur des choses qu'on avait aimées, pas aimées, qui nous avaient irrités. Alors, c'est ça pour moi, Franco. Michel Coulombe a rappelé son élégance, sa curiosité, son autodérision. Christiane Charette a parlé d'un homme chaleureux qui rendait les autres meilleurs à ses côtés également. Franco Nuovo est entré progressivement à Radio-Canada au début des années 90, notamment en remplacement à l'émission matinale de René Aumirois. Après avoir eu une longue carrière au Journal de Montréal auparavant, il est né à Montréal de parents italiens. Il avait étudié la sociologie avant de se lancer comme pigiste en culture. Sa passion pour les arts l'a mené aussi vers la critique de cinéma, un métier qu'il a beaucoup aimé, mais qu'il jugeait exigeant et même cruel. Parfois, il en avait déjà parlé. Donc, les détails entourant les hommages à Franco Nuovo à venir seront annoncés prochainement. Et ça fera énormément réagir au cours de la journée. Il y était revenu d'ailleurs à cette critique culturelle, notamment de cinéma dans les dernières années, derniers mois, à la Bande des Quatre, à l'émission Pénélope. C'était bien intéressant de l'entendre faire ça. C'était tout un art de faire la chronique culturelle comme il le faisait. Alors, on continuera de suivre les réactions aujourd'hui et les détails, comme vous le dites, là, pour les hommages. Merci, Élise, là-dessus.
On va prendre un petit moment, on change de registre complètement. Oui. On a eu droit à toute une fête, une grande fête hier soir sur le terrain du Super Bowl, oui, mais aussi lors de la mi-temps avec cette prestation de Bad Bunny. L'artiste portoricain Bad Bunny, il a livré un spectacle extrêmement construit hier, durant lequel chaque image portait un sens précis. Donc, il y avait énormément de personnes, premièrement, sur le terrain avec lui. Il n'était pas seul. Il a enchaîné plusieurs de ses grands succès en musique. 12 chansons en tout ont été entendues dans un spectacle qui reprenait les codes visuels, l'énergie aussi de sa tournée Debbie Tirar Mas Fotos. Dès l'ouverture, on a quitté les codes habituels du Super Bowl. Le décor évoquait une ferme portoricaine. Les danseurs portaient la pava, ce chapeau de paille portoricain traditionnel associé aux travailleurs agricoles. C'était une manière, un symbole en fait, une manière claire pour l'artiste d'affirmer ses racines premièrement et de rappeler que la culture populaire repose sur le travail, sur les classes ouvrières, sur une histoire souvent invisibilisée. Donc plusieurs messages sous-jacents dans les symboles qui ont été utilisés artistiquement, si on veut. On y retrouvait sa casita emblématique remplie de personnalités qui dansaient avec lui. Donc là, il fallait avoir l'œil pour savoir qui était là. Il y avait Cardi B, notamment, qui était là. Pedro Pascal a été aperçu. Jessica Alba dansait également dans la casita. La fête était là. Ça donnait envie de danser. En fait, je sais pas, avez-vous dansé, vous, Marie-Michel? Je me suis levée. Je dois avouer. Moi, j'ai dansé. En musique, l'apparition de Lady Gaga, invitée à chanter et à danser avec Bad Bunny aussi. La danse de Lady Gaga, qui n'était pas aussi excellente que celle de Bad Bunny, je dois dire. Mais il y a aussi eu un véritable mariage qui a été célébré en plein spectacle. L'histoire qui a circulé en ligne, c'est que ce couple-là avait invité Bad Bunny à son mariage et finalement, Bad Bunny les a invités à venir se marier sur scène. Et puis c'est ça qui est intéressant de savoir après coup parce que probablement que plusieurs personnes qui ont regardé se demandaient. Oui. Moi, je me disais, c'est très bien chorégraphié. Est-ce que c'est vrai? À un certain moment, ça avait l'air très vrai. Oui, donc on est sûr que ce ne sont pas des acteurs. C'est vraiment un vrai couple. Un autre invité de marque, le chanteur portoricain Ricky Martin, était aussi de la partie. Mais c'est surtout la fin du spectacle qui a marqué les esprits, alors que certains responsables politiques américains avaient critiqué le choix de Bad Bunny comme artiste de la mi-temps. Là, on a eu vraiment quelques messages politiques. Premièrement, sur un écran géant, on pouvait lire « The only thing more powerful than hate is love ». Donc, l'amour est plus puissant que la haine. Le chanteur a évité toute mention directe à Donald Trump ou à la police de l'immigration après l'avoir vivement critiqué la semaine dernière lorsqu'il a été couronné pour l'album de l'année à la cérémonie des prix Grammy. Mais à la fin du spectacle de la mi-temps, c'était extrêmement marquant. On a vu Bad Bunny faire la liste complète de ce que c'est l'Amérique. God bless America! Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Il a énuméré donc les pays et territoires de l'Amérique en disant Together we are America, c'est ce qui était écrit sur le ballon de football qu'il tenait en ses mains. Comme quoi, un message simple peut aller bien loin, peut résonner fort. Merci, Élise. Un grand plaisir. Ben voilà, c'est là-dessus que se termine cette émission. Mathieu Bellumeur sera de retour demain. D'ici là, dans un instant, c'est votre équipe du matin. Marie-Michel Bordua au micro. Je vous souhaite une excellente journée. On a l'appli qu'il vous faut pour les JO. Toutes les nouvelles sur les athlètes, toutes les médailles remportées et l'horaire complet de toutes les épreuves. Pour tout savoir sur les Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina, téléchargez l'appli Info de Radio-Canada.